Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Le président américain continue la semaine prochaine sa tournée de levée de fonds pour sa campagne électorale pour la présidentielle de l'année prochaine. Joe Biden, âgé de 80 ans, avait en effet annoncé fin avril sur Twitter, je cite, « Je suis candidat à ma réélection. Rejoignez-nous, finissons le travail ». Les conseillers du président américain espèrent donc aujourd'hui lever au total pas moins de 2 milliards de dollars via divers canaux. L'ancien président Donald Trump a, lui, levé près de 7 millions de dollars juste depuis sa mise en accusation au début de ce mois pour, entre autres, rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale et entrave à la justice. Pour débattre de ce premier sujet, j'ai donc le plaisir d'avoir avec moi, depuis Washington, notre correspondant Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu et merci d'être avec nous. Et nous avons aussi avec nous Jérôme Viala-Godefroy, chargé de cours à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, spécialiste des États-Unis. Merci à vous aussi de vous joindre à nous. Je vais commencer tout d'abord avec vous, Mathieu. C'est une course politique mais aussi financière qui est lancée aujourd'hui aux États-Unis avec cette campagne électorale. L'ONG Open Secrets, spécialisée dans le financement politique, estime que la course à la présidentielle de 2024 pourrait être la plus coûteuse de l'histoire américaine. Oui, d'ailleurs, c'est un phénomène que l'on observe d'élection en élection. Chaque nouvelle élection était plus coûteuse que la précédente et c'est effectivement une bataille de budget, une bataille de levée de fonds qui se livre déjà entre les deux candidats, puisque vous avez évoqué Joe Biden, qui effectivement a pris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des donateurs. Cela a d'ailleurs donné lieu à un épisode malencontreux pour Joe Biden, puisque c'est à l'occasion d'une de ces réunions en Californie que Joe Biden a eu ce mot malheureux à l'encontre de Xi Jinping en le traitant de dictateur. Était-ce pour plaire aux donateurs? Était-ce une maladresse? L'histoire le dira peut-être. Mais de son côté, Donald Trump fait exactement la même chose. Et effectivement, c'est une des dérives que l'on peut constater, en tout cas avec notre regard européen, sur le jeu normal de la politique aux États-Unis. Bien souvent, celui qui a les fonds les plus importants transforme ces fonds en réussite ou en voix. Pas toujours. Attention, ce n'est pas toujours le candidat le plus riche, ou en tout cas celui qui a pu amasser le plus de fonds qui l'emporte. Mais ce qui est certain, c'est que c'est absolument déterminant. Les campagnes présidentielles aux États-Unis coûtent une réelle fortune. Et si on devait trouver une seule raison à celle-là, on pourrait la raccorder à l'immensité du pays. Il est impossible pour un candidat à la présidentielle de rencontrer tous les Américains. Et pour cela, il faut produire notamment des contenus audiovisuels, des spots de publicité. C'est extrêmement coûteux. Et il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite imposée par la loi ici aux États-Unis. Alors Mathieu, vous venez de parler de ces déclarations de Joe Biden qui a effectivement parlé de Xi Jinping en parlant du dictateur, mais il y a eu aussi une autre déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre quand il a fini un discours en disant God save the Queen, sans trop savoir de quelle reine il parlait. Et cela a remis un petit peu à la une la question de son âge. Comme je le disais, il aura 81 ans au moment de l'élection de l'année prochaine. Ce n'est que 4 ans de plus que Donald Trump, mais n'empêche que selon une récente étude commandée par le Washington Post et la chaîne ABC, qui assure que 68% des Américains estiment qu'il est trop vieux. Ils ne sont que 44% à penser la même chose de Donald Trump, qui, encore une fois, est âgé de 76 ans aussi. Oui, effectivement, vous avez dit 70% des Américains et le chiffre est aussi très préoccupant à l'intérieur même du camp démocrate et c'est ça qui inquiète Joe Biden. Vous avez rappelé quelques épisodes malheureux qui effectivement abîment, il faut le dire ici, l'image du candidat Biden. En réalité, on a droit à un épisode chaque semaine. Quand ce n'est pas une chute, c'est un dérapage verbal. Quand ce n'est pas un dérapage verbal, c'est une attitude tactile un peu trop appuyée qui en tout cas est dénoncée par le camp républicain qui, comme vous l'imaginez, exploite au maximum ces images, exploite au maximum ces accidents de communication. Et puis, il faut bien le dire, après une série aussi constante d'incidents, on est obligé effectivement de s'interroger sur la capacité de Joe Biden, sinon à gouverner le pays, puisqu'il ne faut pas aller jusque-là, au moins à imaginer comment il va pouvoir affronter la campagne présidentielle la plus dure du monde. Il est de coutume ici de dire qu'une campagne présidentielle
aux États-Unis, c'est un exercice réservé à des athlètes de haut niveau. C'est absolument épuisant, autant physiquement qu'intellectuellement. C'est une vraie question. Comment Joe Biden, avec les signes de faiblesse physique et psychique, il faut le dire, qu'il montre, comment va-t-il affronter ce rendez-vous, ce duel de titans, et surtout face à un Donald Trump qui ne cesse de faire la démonstration que malgré son âge relativement proche de celui de Joe Biden, reste en pleine forme et finalement adore ce qu'il fait, adore le combat, la joute. Ça va être compliqué pour Joe Biden, c'est indéniable. Jérôme Viala-Godefroy, justement, je voudrais vous parler de Donald Trump. Alors, lui, comme je le rappelais tout à l'heure, aujourd'hui, on a vu l'acte d'accusation qui a été rendu public le 9 juin, 37 chefs d'accusation. J'ai envie de vous demander quel impact, tout en disant en même temps qu'on a vu que depuis cette annonce, il a pu lever plusieurs millions de dollars pour sa campagne. Oui, alors tout à fait. Pour ce qui est des primaires, en fait, ça lui apporte un avantage. Il y a une sorte de ralliement autour du chef, autour de Donald Trump, qui était déjà en tête des sondages, notamment par rapport à son rival le plus proche, Ron DeSantis, qui est à plus de 30 points de Donald Trump dans les sondages. Et effectivement, il y a cet effet à la fois un peu tribal et un peu de victimisation. Et comme Donald Trump a déjà eu beaucoup de problèmes, que ce soit les impeachments, de problèmes judiciaires, en fait, il n'en a jamais rien sorti. Il n'y a jamais eu, au final, il n'y a jamais été... En fait, on a l'impression que c'est le contraire. On a l'impression que, du coup, ça resserre les rangs autour de lui. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on a à peu près un tiers des républicains qui, de toute façon, sont acquis à sa cause, quoi qu'il fasse. Et puis, on a un autre gros tiers qui pourrait éventuellement voter pour une alternative, mais il suffit qu'on accuse Donald Trump pour qu'il se rallie derrière lui. C'est ce qui vraiment est en train de se passer. Donc, c'est un avantage dans cette première partie de la campagne que sont les primaires. Alors, effectivement, on parle bien d'une primaire républicaine et ces 37 chefs d'accusation, on a l'impression que malgré tout, ça pose un petit peu un problème pour le parti politique, le parti républicain lui-même, puisque d'un côté, il voit tous ces millions, dizaines de millions qui sont autour de Donald Trump, peu importe ce qui lui arrive, peu importe de quoi on l'accuse, voire même plus on l'accuse, plus il va rallier de monde. Et en même temps, ça leur pose aussi un petit problème avec tous ces soucis judiciaires qu'il a. Mais est-ce qu'ils sont aujourd'hui en mesure de se passer de cette aura qu'il a, de se passer de cet électorat qu'il a? Est-ce que c'est ça aujourd'hui la question qui se pose chez les Républicains? On voit bien qu'ils ont de grandes difficultés à se positionner, notamment contre Donald Trump. Ils remettent en cause, alors plus ou moins directement, et même encore une fois, son plus gros rival, Ron DeSantis, louvoie beaucoup et continue aussi d'attaquer le système judiciaire. C'est ça qui est assez grave d'ailleurs, c'est que finalement, pour faire plaisir à un électorat qui s'est vraiment rallié à Donald Trump, l'autre candidats républicains sont obligés de suivre et sont un peu victimes eux-mêmes. En tout cas, il y a une sorte de chantage un peu aussi fait par Donald Trump. Et il y a une sorte de test, en fait, qui va être est-ce que vous êtes prêt à me gracier, par exemple, si vous êtes éventuellement élu. Voilà, donc ça tourne vraiment autour de ça, en fait. Mathieu, quels sont les sujets aujourd'hui qu'utilisent les deux candidats justement pour galvaniser les donateurs autour d'eux? Quels sont les enjeux de cette campagne, en tout cas financière, qu'ils ont commencé? Alors, dans le discours de Joe Biden, en tout cas le discours officiel, il y a effectivement l'idée selon laquelle il souhaite terminer le travail. Ce sont ses propres mots. Je dirais que c'est une forme de bégaiement de la formule de Barack Obama en son temps. Il ne vous avait pas échappé et vous n'avez pas oublié que Joe Biden est l'ancien vice-président de Barack Obama et qu'il avait déjà passé 8 ans à la Maison-Blanche à ses côtés avant de devenir président lui-même. Je dirais que sa communication est relativement proche. Terminer le travail, finish the job, c'est sa formule. Maintenant, pour les lignes d'attaque, effectivement, les déboires judiciaires de Donald Trump sont une aubaine pour Joe Biden, bien entendu. Et je dirais qu'à l'inverse, pour Donald Trump, les sujets classiques d'attaque avec
le tact qui caractérise Donald Trump, si vous me pardonnez l'expression, et la réserve du personnage, c'est effectivement attaquer Joe Biden sur les affaires liées à son fils notamment, Hunter Biden, qui effectivement a des déboires avec la justice, avec tout ce que cela peut ouvrir comme excès dans le camp républicain et notamment chez les MAGA, la garde rapprochée de Donald Trump, qui n'hésite clairement pas à transformer ces affaires parfois en théorie du complot jusqu'à aller beaucoup plus loin que la justice ne va en réalité. Donc je dirais un duel relativement classique, un duel de communicants. Vous savez que la politique aux États-Unis ne trouve pas son pareil en Europe. Elle peut être ultra-violente, on l'a déjà vu, et les mots de Donald Trump sont effectivement d'une violence qui dépasse absolument tous les records de l'histoire des campagnes présidentielles aux États-Unis. Jérôme Viala-Godefroy, en une petite minute, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a que les sujets au niveau national qui vont peser sur cette campagne, comme on a un peu l'habitude aux États-Unis ? Alors oui, il y a un certain nombre de sujets. En dehors de ça, par exemple, le sujet de l'avortement qui va être vraiment remis en avant par les démocrates et qui est un vrai sujet qui a posé problème aux républicains aux dernières élections de mi-mandat. Mais il ne faut pas oublier aussi que les élections se situent, en fait, les enjeux se situent dans peu d'États en réalité, qui sont des swing states, des États qui peuvent éventuellement passer du côté démocrate ou républicain, et c'est à peu près entre 3 et 6 États qui font vraiment les élections. Donc c'est aussi à ces États qu'il va falloir regarder au moment des élections. Merci beaucoup, Jérôme Viala-Godefroy, chargé de cours à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et je rappelle, vous êtes spécialiste des États-Unis. Et merci à Mathieu Maban, notre spécialiste aussi des États-Unis, mais notre correspondant depuis Washington surtout. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs aussi, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Demain à la Une. Restez sur France 24. Au revoir.